Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la papulose atrophiante maligne ou maladie de Gauss, qui reste une maladie excessivement rare mais qui pose à la fois des problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Dans un premier temps, nous allons évoquer la définition de cette pathologie et son épidémiologie. Le docteur Ledoux décrira les connaissances actuelles sur les mécanismes physiopathologiques qui sont impliqués. Je reprendrai la parole pour évoquer les manifestations cliniques et en particulier les formes graves. Ensuite, nous discuterons quels examens complémentaires réaliser, quelles sont les meilleures démarches diagnostiques et quels sont les principaux diagnostics différentiels. Puis le docteur Ledoux évoquera les thérapeutiques et les dernières mises au point en termes de traitement dans cette pathologie grave. Alors, la papulose atrophiante maligne, initialement, a été décrite par De Gauss, et on parlait de maladie de De Gauss ou Kohlmeier-De Gauss. Il s'agit d'une vasculopathie oblitérante systémique et non une vascularite. Et on distingue deux formes, une forme maligne et une forme bénigne, qui est purement cutanée, comme nous allons le voir par la suite, et qui ne concerne qu'environ un tiers des patients. Cette maladie reste grave, avec un taux de létalité de 76% en cas d'atteinte digestive ou cérébrale. Peu de cas ont été décrits dans la littérature, environ 200 cas ont été rapportés dans le monde. L'âge moyen des patients est de 32 ans. Plusieurs formes pédiatriques ont été décrites et nous verrons que cela a permis d'éclairer les mécanismes physiopathologiques. Il s'agit d'une pathologie qui touche autant les femmes que les hommes. Et quant aux facteurs de risque, ils sont bien sûr encore peu connus vu le faible nombre de patients. Mais chez 20% des patients, on retrouve des antécédents familiaux. Plusieurs pistes génétiques ont été évoquées, en particulier celles concernant les voies de l'interféron, et notamment le gène IFNAR1. Par ailleurs, des agents infectieux ont été évoqués. Il s'agit essentiellement du parvovirus B19, mais là aussi très peu de données sont présentes dans la littérature. Et enfin, comme en parlera le docteur Ledoux, il est très difficile d'apparenter la maladie de De Gauss à une maladie auto-immune, même comme on le verra plus tard, il existe des signes d'auto-immunité, en particulier des anticorps antinucléaires. On évoquera davantage des manifestations cutanées de Gauss-like dans le cadre de maladies auto-immunes. Alors les manifestations cliniques, il existe un signe pathognomonique qui est la lésion cutanée, qui est une papule et qui est réellement centrée sur une atrophie avec une bordure érythémateuse, télangiectasique, qui est vraiment, cette lésion est pathognomonique et lorsque l'on en a vu une, on fait très rapidement le diagnostic. On parle de lésion porcelaine avec cette atrophie blanchâtre qui signe l'ischémie du tissu cutané. Le plus souvent, les lésions cutanées précèdent de plusieurs mois, voire un an, les manifestations systémiques et il faut donc garder en tête ces lésions qui sont pathognomoniques. L'atteinte cutanée, pathognomonique comme vous le voyez, c'est cet aspect blanchâtre, porcelaine, qui est caractéristique et qui va évoluer dans un premier temps vers un aspect atrophique et laissant cet aspect hypopigmenté. Ces lésions prédominent au niveau des extrémités supérieures et apparaissent volontiers au niveau du thorax et de l'abdomen, comme on peut le voir chez ce patient. Il s'agit véritablement de papules en relief et vous voyez leur aspect ici blanchâtre atrophique qui est caractéristique, qu'on voit mieux au dermoscope. Parmi les deux atteintes systémiques qui posent réellement problème, l'atteinte gastro-intestinale est de loin celle qui met en jeu le pronostic vital le plus rapidement. Elle concerne, vous voyez, environ 7 patients sur 10. Elle se traduit par une ischémie digestive qui peut donner des signes non spécifiques comme un tableau de nausées, vomissements, des douleurs abdominales qui vont apparaître plutôt après les repas
et surtout l'apparition de signes hémorragiques à type de saignement digestif, soit rectorragie, soit hématémèse, et surtout un tableau de diarrhée bien plus fréquent qu'un tableau occlusif ou de constipation. Lorsque l'on intervient sur ce grêle qui présente des signes de souffrance ischémique au scanner, on va voir apparaître des lésions ulcérées qui, bien entendu, vont conduire à la perforation. Et c'est ces perforations qui font toute la gravité de ces atteintes digestives, à l'instar de ce que l'on voit dans les atteintes digestives au cours des autres vascularites. La localisation de ces ulcérations ischémiques sont préférentiellement au niveau du grêle plutôt qu'au niveau du côlon ou encore plus rarement au niveau de l'œsophage. L'atteinte neurologique, qui concerne environ 6 patients sur 10, va être d'origine vasculaire et le plus fréquemment, il s'agit d'accidents vasculaires ischémiques, bien plus fréquents qu'hémorragiques. Ce n'est pas véritablement un tableau de vascularite cérébrale, mais on peut avoir des sténoses au niveau des vaisseaux cérébraux. Très rarement, on a des hématomes sous-duraux et l'atteinte médulaire est rare, mais là aussi, le pronostic fonctionnel est catastrophique. On peut voir sur les IRM des rehaussements méningés, mais c'est beaucoup plus rare que l'AVC ischémique, qui est de loin la manifestation la plus fréquente de la maladie de Gauss. Et très classiquement, dans les formes d'AVC du sujet jeune, on fera attention à un examen dermatologique précis pour rechercher ces lésions cutanées. Alors voici des exemples d'IRM d'atteinte vasculaire au cours du de Gauss. Simplement, les territoires qui sont le plus touchés sont le tronc cérébral, la fosse cérébrale postérieure, donc avec des tableaux très brutaux et souvent spectaculaires. On peut avoir une localisation médulaire, des ischémies médulaires qui sont relativement rares. Quand on regarde au niveau de l'angio-IRM ou au niveau de l'artériographie, on aura un aspect de sténose segmentaire au niveau des artères cérébrales, ici au niveau de l'artère cérébrale antérieure à droite, mais on peut avoir aussi des sténoses au niveau des vertébrales, par exemple dans le territoire cérébral postérieur. Ce qui est caractéristique chez les enfants, et plutôt chez les enfants, c'est la présence de calcification. Et chez les enfants, on a mis en évidence des variants du gène IFNAR lorsqu'ils présentaient des tableaux compatibles avec le de Gauss. Et à l'instar des autres interféronopathies, on va retrouver des calcifications cérébrales qui sont assez classiques dans ce groupe de pathologies. Alors si l'on fait une synthèse, une atteinte digestive très sévère qui met en jeu le pronostic vital, une atteinte cérébrale qui met en jeu le pronostic fonctionnel et vital par sa localisation prédominante au niveau de la fosse cérébrale postérieure, mais de nombreuses autres atteintes sont décrites, en particulier les atteintes ophtalmologiques qui concernent un tiers des patients, avec essentiellement une atteinte des nerfs oculomoteurs, mais lorsque l'on reprend les données, le peu de patients qui ont été vus dans le service, ils ont surtout des AVC localisés dans la fosse postérieure, et c'est la raison pour laquelle ils sont des atteintes, ces paralysies oculomotrices. On a des atteintes pulmonaires, essentiellement des atteintes pleurales, soit des épanchements pleuraux, soit des fibroses sous-pleurales. On peut retrouver des atteintes cardiaques qui vont être surtout des atteintes coronariennes. Et quant aux atteintes rénales, elles sont aussi dues à une atteinte vasculaire rénale, en particulier des artères rénales. Les examens complémentaires qui vont permettre de faire le diagnostic, l'outil diagnostique principal, c'est la biopsie pour confirmer le diagnostic au niveau des lésions cutanées. On va mettre en évidence une microangiopathie thrombotique sans signe inflammatoire ou surtout un infiltré inflammatoire très pauvre par rapport à ce qui est vu par exemple dans les autres vascularites. On va retrouver des dépôts de mucine, des dépôts de fiebrine et surtout on va retrouver des lésions, des thrombis endolumineux qui vont caractériser cette pathologie. Le diagnostic, il est souvent fait dans des centres tertiaires, de soins tertiaires, dans des centres spécialisés. C'est la biopsie cutanée qui va permettre de faire le diagnostic. Le fond d'œil peut aider. On peut faire aussi une recherche de sang dans les selles qui peut annoncer l'atteinte digestive.
Et selon la symptomatologie, on fera des scanners abdominaux avec des injections intraveineuses d'iode pour confirmer l'atteinte ischémique. On fera des angioscanners thoraciques. On peut faire des endoscopies digestives, mais généralement dans les atteintes digestives, on se contente du scanner en urgence et ensuite on confie le malade au chirurgien. Au niveau biologique, il faut savoir que le tableau inflammatoire est là aussi très pauvre, l'AVS peut être accéléré, la CRP peut être accélérée, et il s'agit dans ce cas-là d'un facteur prédictif d'évolution vers une forme systémique. Il y a très peu de données dans la littérature sur le bénéfice de la signature interféron et de son intérêt pour orienter vers le traitement. Si l'on regarde les autres examens complémentaires pour le diagnostic différentiel, on fera un bilan de coagulation, voire un bilan de thrombophilie, mais dans tous les cas, on recherchera des anticorps antiphospholipides. Le diagnostic différentiel, c'est le De Goes-like lesion que l'on va retrouver essentiellement dans la sclérodermie, dans le lupus souvent associé à la présence d'anticorps antiphospholipides ou dans les dermatomyosites. Et ces pathologies sont bien entendu plus fréquentes que la maladie de De Goes. Alors si l'on regarde les manifestations de Goes-like que l'on rencontre au cours de la sclérodermie, il s'agit là aussi d'une microangiopathie, d'une vasculopathie au niveau des petits vaisseaux du derme. Et comme on peut le voir, on a la présence de lésions blanchâtres, atrophiques, surélevées d'une couronne télangiectasique, érythémateuse. Et là aussi, ça pourrait évoquer le De Goes, mais la localisation n'est pas la même. Je vous rappelle, le De Goes va siéger au niveau des bras, des avant-bras et du torse essentiellement. On ignore si ces lésions de Goes-like sont prédictives d'une forme sévère de la sclérodermie et il n'a pas été retrouvé d'association avec des anticorps, qu'il s'agisse des ARN polymérase 3 ou des SCL70. C'est quand même plus fréquent chez les patients qui ont des formes de sclérodermie diffuse. En ce qui concerne les manifestations au cours du SAPL ou au cours du lupus, on peut avoir aussi des lésions atrophiques, vous voyez, avec une périphérie érythémateuse, un aspect de porcelaine au niveau du dermoscope, mais là, souvent, les anticorps, la biopsie vont permettre de rectifier le diagnostic. Ici, des formes réparties sur le torse chez une patiente qui avait un lupus discoïde qui donne aussi des cicatrices atrophiantes. Au cours des dermatomyosites, on peut retrouver ce genre de lésions qui sont similaires et qui traduisent aussi la présence d'une microangiopathie au niveau dermique. En cas de forme purement cutanée, c'est vraiment intéressant de rechercher ces autres pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes que le De Goes afin de ne pas passer à côté d'un diagnostic de manifestation cutanée inaugurale d'une maladie auto-immune. Alors une fois le diagnostic fait, si l'on regarde le suivi des patients, eh bien globalement dans les formes cutanées, on va les surveiller pendant 6 à 7 ans tous les 6 mois pour voir s'il existe des manifestations cliniques évoquant une atteinte systémique. Et en cas d'atteinte systémique, le suivi sera très rapproché. C'est des patients qu'on voit souvent en urgence et qui vont être pris en charge en urgence, souvent en chirurgie, dans des unités neurovasculaires. Et donc il est très important de les suivre bien sûr de façon très rapprochée. Et nous allons maintenant laisser la parole au docteur Ledoux qui va évoquer justement la thérapeutique.